Bienvenue dans ton prochain Shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Où s'en va notre monde de médecine traditionnelle, de médecine alternative, complémentaire, toutes ces approches-là qui existent et qu'on ne connaît pas ou qu'on n'en entend pas parler ou pas assez. J'ai envie qu'on aborde ça aujourd'hui dans mon dernier épisode de ma première saison. Je veux remercier d'abord toutes les personnes qui m'ont écouté, qui ont partagé mes épisodes, qui ont interagi avec chaque épisode, qui sont venues connecter avec moi après l'écoute d'un épisode. Je vous répète, ce podcast-là, pour moi, c'est un excellent moyen de connecter avec vous autres, de vous partager mes prises de conscience, mes réflexions, mon cheminement et d'ouvrir un espace pour vous, pour vos propres réflexions, vos propres introspections et votre propre cheminement. Puis c'est pour ça que je l'ai appelé ton prochain shift d'évolution parce que oui, je veux connecter avec vous par la parole comme ça parce que quand je fais des ateliers, conférences, podcasts, c'est un moyen que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler pour partager mon vécu, mon savoir. Mais aussi, c'est vraiment un moyen, je trouve, pour vous aider d'abord. Parce que oui, j'ai des choses à vous partager, à vous transmettre, puis j'adore, comme je dis, diffuser du contenu, diffuser ce que moi je sais, ce que moi je connais, ce qui me fait vibrer moi, mais j'ai envie de vous aider à vous reconnecter, vous, à qu'est-ce qui vous fait vibrer, de vous aider à shifter, parce que moi, pourquoi j'écoute des podcasts, ben c'est pas pour, oui, des fois pour gober de l'information, mais c'est beaucoup pour mon propre cheminement, parce que ce que la personne dit dans le podcast m'aide, me fait réfléchir, m'amène un regard nouveau, un changement de direction, ou peu importe. Et c'est ce que je souhaite. Alors, j'espère vraiment qu'à travers cette première saison-là de ton prochain shift d'évolution, j'ai réussi à vous faire vivre des petits shifts ici et là, des petites réflexions, introspections, prises de conscience, des changements de regard, des changements de direction, des changements d'état. Et par la discussion que je vais avoir avec vous aujourd'hui, j'avais envie de venir mettre en lumière quelque chose parce que je me fais souvent demander est-ce que tu es travailleuse sociale, psychologue, c'est quoi ton titre? Ou encore les gens qui se disent, par exemple, qui ont des problèmes avec eux, avec leurs ados. Puis là, ils disent, je serais mieux d'aller voir quel professionnel? Est-ce que je serais mieux d'aller voir une psychologue? Est-ce que je serais mieux d'aller voir une thérapeute en relation d'aide? Est-ce que je serais mieux d'aller voir une travailleuse sociale, éducatrice spécialisée? Et moi, ce que je répète toujours aux gens, c'est le diplôme, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est la connexion, le bon fit énergétique. Parce que tu auras beau avoir une personne qui est psychologue, qui a des doctorats pu finir, des spécialisations dans le trauma spécifique que tu vis, qui serait là, sur papier, la meilleure personne pour t'aider. Si tu arrives en avant de cette personne-là, que tu te sens pas écouté, compris, considéré, que tu sens pas que la personne peut t'aider réellement dans ce que tu vis, c'est une perte de temps, et pour toi et pour la professionnelle. Donc, l'important, c'est vraiment, puis c'est pour ça que souvent, je vais offrir des appels exploratoires gratuits où je vais mettre sur mon site web des vidéos de moi qui me présentent parce que, puis même des fois, les parents me disent, ben moi, je pense que tu pourrais aider mon ado, mais je sais pas si mon ado va accepter un suivi avec toi. Puis souvent, je leur dis, ben si tu veux, on se fait un appel vidéo pour connecter puis voir si ton ado, ça fit avec moi. Mais sinon, voici ma chaîne TikTok. Va voir sur ma page web de mon programme ado. J'ai une vidéo où je me présente puis que je parle et montre-la à ton ado. Va voir si ça y parle. Va voir si mon énergie, ça semble fitter avec lui ou avec elle. Parce que le lien thérapeutique est hyper important. Et là, je ne vais pas venir minimiser les compétences et les acquis en termes d'apprentissage, de diplôme, tout ça. Je veux dire, oui, il faut qu'il y ait une certaine reconnaissance, il faut qu'il y ait une certaine diplomation dans le sens où... Puis je dis ça, puis en même temps, je me dis, tu sais, une personne qui a un parcours de vie qui l'a amené aujourd'hui à être en mesure de bien accompagner
par exemple, des personnes en deuil, parce que son parcours de vie à elle l'a amené à être vraiment bien outillée pour faire face au deuil, puis qu'elle a envie, qu'elle est vraiment portée par un élan du cœur d'aider les gens, est-ce qu'elle a besoin d'un diplôme? Peut-être pas. Peut-être pas. Puis c'est gros ce que je dis, tu sais. Moi, j'ai longtemps vécu avec cette croyance-là, ce blocage-là, de me dire, ben, si je veux offrir tel soin, il faut que j'aille me chercher le diplôme. Si je veux aller dans telle approche, ben, il faut que je sois certifiée. Il faut que j'aille le cours, il faut que j'aille le titre. Puis quand je travaillais dans le réseau, je vous cacherai pas que c'est beaucoup en fonction des titres. Ben, si tu as ce titre-là, tu as accès à ce nombre de cette variété de postes-là. Mais si tu veux avoir accès à cette autre variété de postes-là, ça te prend un autre titre. Fait que là, il faut que tu ailles à l'école, retourner faire ta diplomation pour avoir le certificat ou peu importe. Puis là, je me disais, OK, mais c'est juste un bout de papier, là. Je veux dire, j'ai l'expérience terrain, j'ai les compétences. Le reste, je peux aller le chercher auprès de mes collègues au besoin ou, tu sais, des petites formations continues ici et là. Mais je pense que quand on est face à un ou une professionnelle qui a à cœur son développement professionnel, justement, qui a des formations continues, qui se remet en question, qui est coaché, qui a du mentorat, ben ça, pour moi, il n'y a pas de diplôme, mais ça vaut autant, sinon plus, qu'un parcours universitaire ou un diplôme ou un titre, un certificat, un bac. Puis je sais que je vais peut-être me faire lancer des roches en disant ça. Puis là, je mets pas toutes les choses dans le même panier. Là, on s'entend, là, je parle de l'accompagnement en relation d'aide. Je parle pas d'un médecin, quelqu'un qui a subi plein de chirurgies, il serait capable d'opérer aujourd'hui, là. C'est pas ça que je dis. Il y a des métiers pour lesquels ça l'apprend, la diplomation, la certification. Mais dans la relation d'aide, ça le dit, c'est la relation qui est importante. La relation client-professionnel. Et même une personne, je le répète, qui a des super diplômes, peut être une personne qui le fait pour les mauvaises raisons. Puis des charlatans, puis je comprends, là, tu sais, OK, je veux juste dire, on entend souvent aussi parler de charlatans, de gens qui vont abuser de la vulnérabilité des personnes. Parce que quand les personnes cherchent un professionnel en relation d'aide, ils sont souvent dans une position vulnérable. Tu sais, ils vivent une situation de transition, ou est-ce qu'ils sont comme en perte d'équilibre, en perte de repère. Donc, ils peuvent tomber sur un professionnel de la relation d'aide et cette personne-là, si elle est malveillante puis qu'elle a des mauvaises intentions, oui, malheureusement, ils peuvent arriver à profiter d'une certaine façon de ces gens-là, puis peut-être vendre des programmes, puis vendre des affaires qui sont pas adaptées, puis pas appropriées aux besoins de la personne, tout ça dans le but de s'enrichir ou de peu importe. Fait que oui, il y en a. Comme il y a des mauvais policiers, comme il y a des mauvais politiciens, comme il y a des mauvais médecins, des mauvais enseignants, comme il y a des mauvais chauffeurs d'autobus, comme il y a des mauvais... Puis je dis mauvais, je veux vraiment le mettre en guillemets, là, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'elles sont pas à leur place dans ce métier-là où tu sais, ils agissent, comme je dis, avec des mauvaises intentions. Fait que ça, il y en a dans tous les domaines. Et je pense que j'ai fait un article de blog là-dessus, mais je pense que c'est important de redonner l'autonomie de décision aux patients, aux clients. Je remarque, j'observe, je ressens que on se fait souvent mettre des peurs qui nous appartiennent pas. On se fait souvent mettre des limites parce qu'on veut nous protéger. Et c'est correct parce que, comme je dis, il y en a des gens qui sont vulnérables et qui pourraient se laisser avoir par des gens qui abusent d'eux. Mais, je vous donne un exemple. La formation en hypnose spirituelle m'avait beaucoup interpellée. Vous le savez, je baigne dans les énergies, je crois beaucoup à tout ce monde-là, énergétique et invisible. Et l'hypnose était une approche qui m'avait beaucoup interpellée pour ajouter ça à mon bagage d'intervenante, à mes approches. Et l'hypnose, je cherchais un peu quel profil d'hypnose je voulais ajouter à mes formations. Et l'hypnose spirituelle m'est apparue, puis je me suis dit, waouh, c'est tellement trippant. On peut connecter avec nos guides, nos anges, on peut aller fouiller dans nos archives akashiques, on peut même régresser dans des vies antérieures. C'est capoté tout ce qu'on peut faire avec ça. Et est arrivé une espèce de tollé, il y a eu une espèce de grand
je sais pas comment dire, là, mais un grand panneau attention là, sur l'hypnose spirituelle parce que là, il y a des gens qui faisaient de plus en plus ça. Et, et je pense que tout ça part d'une peur, en fait. Puis, encore une fois, la peur, elle est légitime. Là. Les gens qui se sont mis à avoir peur ou qui ont vécu des situations plates, parce que oui, il y en a qui ont eu des expériences plus plates, puis qu'ils se sont fait un peu avoir, la personne n'était pas nécessairement formée, puis effectivement, tu sais, en hypnose spirituelle, je veux dire, n'importe qui pourrait dire « je t'emmène en hypnose voir ton guide », mais il y a des gens qui ont utilisé ça, tu sais, justement pour prétendre aller, par exemple, guérir ou libérer des choses, puis les gens qui étaient dans une posture vulnérable se sont fait avoir, et ça a été dénoncé, oui, puis je veux dire, tout ça, là, il faut le faire quand il y a des gens malveillants, je le répète, que ce soit un psychologue, un hypnologue, un médecin, un politicien, un enseignant qui a des mauvaises intentions, qui a des mauvaises pratiques, qui fait des mauvaises interventions ou des interventions qui ont des impacts, des répercussions sur les gens qui sont pas souhaitables, là. Ben ça, il faut que ce soit dénoncé parce que ces gens-là, il faut leur permettre d'être au courant que leur pratique, elle n'est pas optimale, puis il faut qu'ils puissent rediriger un peu, tu sais, leur façon de faire. Puis si réellement ils restent dans leurs mauvaises intentions, puis qu'ils disent « ben non, moi c'est comme ça que je le fais, puis je m'en fous, puis tout ça », ben oui, il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires qui soient prises pour empêcher, en fait, ces personnes-là de profiter de cette vulnérabilité-là des autres personnes. Fait que je le répète, oui, il faut faire ce travail de dénonciation-là. Là, ce qui est arrivé, ça c'est vraiment ma perception, OK? Ma perception étant que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de dénonciations de ce genre, et là, il y a eu une grande peur collective qui est installée. Faut faire attention, faut plus aller voir les gens qui font de l'hypnose. Puis là, je vous dis ça, puis ça me fait penser, je me rappelle, je sais même plus c'est quand, mais il y avait eu un moment donné un reportage qui avait été fait, puis c'était sur les genres de hammams. C'était-tu des hammams amérindiens, des genres de... C'était des espèces de saunas. Puis là, il disait... Là, mon Dieu, je vais sûrement mal traduire, là, mais en tout cas, il y avait eu c'était des exercices de sudation extrême, puis ça avait amené des gens dans des positions physiques, là. En fait, ça avait comme vraiment amené plein d'impacts négatifs sur leur santé physique à ces personnes-là. Fait que là, il y avait eu un reportage de fait sur ça, comme quoi qu'il y avait des gens qui prétendaient que dans ces hammams-là, on pouvait faire de la sudation extrême et que c'était super bénéfique énergétiquement, puis spirituellement, puis pour le corps, tout ça, puis ils vantaient les bienfaits, mais dans le fond, ça pouvait être dangereux si c'était mal dosé ou mal supervisé. Et là, ça a comme fait une grosse peur collective de faut plus aller là, faut plus utiliser ces saunas-là, ces hammams-là de sudation extrême. Ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Puis je vous donne l'exemple avec l'hypnose spirituelle, mais je vais vous le dire après, là, je m'en vais vers le plus spécifique, OK? Faites-moi confiance. Et là, avec l'hypnose spirituelle, ce qui est arrivé, c'est un petit peu la même chose. On s'est mis à avoir il y a eu un ou des reportages qui ont amené la nuance de « faites attention, il y a des gens... » Puis là, ça l'a un peu comme démonisé, si on veut, l'hypnose spirituelle en disant « c'est fake, c'est pas vrai ». Les gens vous amènent là-dedans, mais ils font semblant, puis tu sais, comme dans tout, là, qu'on fasse une recherche scientifique, qu'on fasse un reportage, un documentaire, la personne ou les personnes qui commanditent, qui créent, qui sont derrière la recherche ou le documentaire ou le reportage, qui sont derrière ce projet-là, ont une intention. Ont pour intention, par exemple, de dénoncer ces choses-là. Ont pour intention de prévenir d'autres situations. C'est des bonnes intentions en soi. Sauf que la façon qu'ils vont présenter, ils vont aller chercher des cas qui vont avoir démontré clairement leurs intentions. Donc, ils vont aller chercher des cas où les gens qui ont pratiqué l'hypnose spirituelle ont fait preuve, oui, de négligence, ont comme bypassé un peu leur rôle, sont allés au-delà de leur rôle. Ils n'ont pas montré, puis je sais pas s'ils l'ont fait, là, mais moi, j'en connais des gens qui font de l'hypnose spirituelle et qui sont très bien intentionnés, très bien formés, que c'est très bien encadré, structuré comme pratique, comme démarche. Mais ces gens-là, je pense qu'ils n'ont peut-être pas été interviewés, ou s'ils l'ont été, ça n'a pas été montré. Fait que là, il y a comme eu une peur qui s'est installée.
Puis les gens avaient comme une réticence à aller vers l'hypnose spirituelle parce que, ce qui a été démontré, c'était que c'était des charlatans, c'était des gens qui pouvaient abuser, qui faisaient semblant, puis que, dans le fond, ça marchait pas. Fac. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, j'aimerais ça qu'on puisse faire confiance à l'autonomie des gens. Si moi, je vais voir une professionnelle qui me dit qu'elle fait de l'hypnose spirituelle et que suite à ma rencontre avec elle, je fais comme, il me semble que c'était un peu boboche, il me semble que ça n'a pas tant marché, puis je sais pas, il me semble que la manière qu'elle faisait, c'était bizarre. Je la sentais un peu, tu sais, comme elle me poussait le fait qu'il fallait que je revienne dans plein d'autres séances, puis qu'elle me vende un programme X pour que ça marche vraiment, puis que, tu sais, je l'ai sentie comme un peu insistante, tu sais, pour me vendre quelque chose, ou, tu sais, j'ai l'impression que c'était pas vraiment ça qu'elle voyait ou qu'elle ressentait, mais qu'elle faisait semblant. Tu sais, on a des ressentis. On a des ressentis. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces ressentis-là? Moi, là, si ça m'arrive, assurément que je ne retournerai pas la voir, la personne. Est-ce que je vais barrer l'hypnose spirituelle de ma liste de services proposés? Non! Mais je vais barrer cette personne-là parce que cette personne-là, je sais pas, ça n'a pas fité, ça n'a pas cliqué. Combien de massos vous êtes allé voir dans votre vie? Combien de chiro, combien d'ostéos vous êtes allé voir? Votre dentiste, si votre dentiste, là, il arrive, là, puis il essaie de vous vendre un programme de réparation de dents, puis mais tes dents vont être super belles, Il est bien intentionné, il voit, il voit là, l'opportunité, puis il voit le fait que ça pourrait tellement être beau dans ta bouche si on changeait telle affaire. Mais si toi, t'es bien comme ça, puis tu fais comme, hey, on dirait qu'il essaie de me pousser de quoi juste pour me vendre de quoi, là, t'as le droit de dire non, puis t'as le droit de changer de dentiste. Je le répète, il y a des gens qui sont plus vulnérables, et je pense que c'est pour ça toutes ces campagnes-là de peur et tout ça, mais j'aimerais qu'il y ait des nuances. Parce que de nos jours, l'accès au système de santé traditionnel est plus difficile. Quasiment plus difficile que jamais, là. Tu sais, je veux dire, à un tel point qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai lu dans les nouvelles qu'il y avait un centre d'urgence dans un hôpital qui disait aux gens, on va se donner le droit de vous refuser. Vous allez arriver, il va y avoir un premier tri, puis si on juge que c'est pas un cas d'urgence, on vous retourne chez vous et on va vous dire d'appeler au 811, d'appeler au GMF, d'aller voir votre infirmière au CLSC, d'aller voir votre pharmacienne. On va vous rediriger vers un autre service. Ce qui peut être correct, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont consulter un peu pour des choses qui ne sont pas des urgences. Sauf que si moi, je vais à l'urgence avec ma fille pour, je sais pas moi, une infection urinaire, c'est parce qu'elle n'a pas de médecin de famille. Puis c'est parce que si j'appelle au GMF pour avoir un rendez-vous, ça se peut que ça prenne 4 semaines, puis que son infection urinaire a besoin d'un traitement là. Puis là, je donne ça comme exemple, là, mais... Fait que je pense qu'il y a des situations comme ça qui nous montrent que le système de santé est vraiment, on le sait, là, le système de santé traditionnel est embourbé. Il manque de personnel, la structure administrative, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. On espère que ça s'en va pour le mieux parce que là, il y a beaucoup de choses qui se systématisent puis qui se centralisent. D'ici là, l'accès aux soins traditionnels n'est pas toujours évident et, j'ai envie de dire, ce n'est pas la seule voie. Puis c'est là où je trouve, j'aimerais beaucoup, je vous le dis, j'ai un rêve que le monde de la médecine traditionnelle va travailler avec la médecine alternative parce que nous sommes tous complémentaires. Complètement complémentaires. Tu sais, si quelqu'un vient me voir, un parent qui me dit « Mon ado a des enjeux alimentaires », je vais vérifier, je vais faire l'état de situation, poser des questions. Assurément que je vais lui dire « Il y a des enjeux alimentaires présents ». Ça vaudrait la peine d'aller voir ton médecin, pour faire un suivi, pour voir s'il y a des carences alimentaires. Pour être sûr qu'on ne l'échappe pas. Pour être sûr que, parce que, tu sais, les enjeux alimentaires, en fait, par exemple, la boulimie ou l'anorexie, ça peut amener des complications physiques, bien évidemment, là. Fait que, faut venir s'assurer, tu sais, qu'on est bien pris en charge aussi de ce côté-là.
un ado ou un patient, un client qui vient me voir puis qui me dit « Moi, je souffre de dépression. » Ben, t'es-tu suivi par un médecin? T'as-tu d'autres suivis par d'autres professionnels? Tu sais, c'est important. Je vais toujours m'assurer que la personne, elle est prise en charge sous tous les angles. Parce que oui, on travaille l'aspect psychosocial, émotionnel, mais la sphère psychologique, la sphère physique, il y a toutes les autres sphères, tu sais, la sphère financière même. Tu sais, t'es en arrêt de travail parce que tu as fait une dépression, ça serait plate qu'on ajoute un stress financier à travers ça. Est-ce que tu es prise en charge côté financièrement? As-tu des assurances? Tu sais, comme... Fait que vous comprenez, je fais le tour de la situation, puis je veux travailler en complémentarité avec ces autres services-là. Mais j'ai l'impression que des fois, le système de santé traditionnel n'est pas ouvert à ce travail de complémentarité-là. Puis là, je pourrais pas dire pourquoi, mais je sais qu'il y a des médecins qui... Bon, ça fait partie des gens, il y a des gens qui croient pas à ça, il y a des gens qui ont vécu des mauvaises expériences, ou que leurs patients ont vécu des mauvaises expériences. Il y a le Collège des médecins aussi qui surveille beaucoup, qui met beaucoup de balises, puis que je sais que les médecins ne peuvent pas suggérer ou proposer d'autres soins alternatifs. Je sais pas lesquels, mais je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas suggérer. Je le répète, tout ça part d'une bonne intention, je le sais. Je sais que les gens dans le ministère, dans le système de la santé, ont une intention de protéger le public, ont une intention de protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Est-ce qu'on peut redonner l'autonomie et le leadership à chaque personne? Est-ce qu'on peut, puis tu sais, je veux dire, on est tous des humains, là, le médecin qui est devant une personne qui se sent très vulnérable, ça se peut qu'il va faire attention pour pas lui suggérer d'autres types, tu sais, puis si la personne, elle lui parle, elle lui dit « Ouais, je suis telle personne sur les réseaux sociaux, puis il propose tel programme qui pourrait m'aider avec ci, avec ça. » Oui, le médecin peut, puis même, j'espère qu'il va faire la nuance, puis qu'il va dire « Ben écoute, fais attention, tu sais, oui, ça peut aider, mais c'est pas magique, il n'y a rien de magique non plus. Ça peut être complémentaire. Mais il ne faut pas que tu arrêtes tes suivis avec moi, il ne faut pas que tu arrêtes la médication, peu importe. » Fait que je pense, mais si la personne a envie d'aller essayer ça, puis qu'il n'y a pas de grand impact, tu sais, je veux dire, il faut, oui, évaluer les impacts sur la personne. C'est vraiment du cas par cas. Mais je pense, en tout cas, j'aime croire que la grande majorité des gens ont la capacité de détecter ce qui peut être frauduleux pour eux ou pas et ce qui peut être négligeable pour eux ou pas. Parce que ça se peut que j'achète un coaching à 3000$ sur Internet parce que je me dis que la personne me promet qu'en faisant une séquence X, Y, Z, je vais apaiser mon système nerveux et que je vais complètement arrêter de vivre mon anxiété. Mais je sais que moi, si par exemple je suis diagnostiquée trouble anxieux généralisé, ben là, ça serait à moi de me dire que, ouais, ok, t'as peu là, tu sais, je peux pas penser qu'avec cette formation-là, cette méthode-là, toute mon anxiété va disparaître. Et si j'ai cette vulnérabilité-là, puis que j'y crois, puis que je le fais, puis que je paye le 3000$, qu'est-ce qui va arriver? Ben, j'aurais payé 3000$ pour apprendre. Puis me dire, finalement, ce qu'on me présente sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours vrai, puis ça marche pas toujours, puis, tu sais... Mais ça, c'est moi, c'est mon apprentissage. Est-ce que je vais être encore plus anxieuse? Est-ce que ça peut m'amener dans un état de détresse ou de très grande vulnérabilité? Je sais pas. Ben, peut-être si 3000$ pour moi, ça m'amène en état de faillite, peut-être, mais vous comprenez, tu sais, encore une fois, je veux vraiment nuancer ici mes propos. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus du tout faire de campagne de sensibilisation, qu'il faut pas du tout informer sur les risques reliés à ça, qu'il faut se dire que tout le monde est bien intentionné, ça serait donc bien le fun, ça. Mais ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup de réticence et de fermeture de la part du milieu santé traditionnel. Par chance, j'en vois de plus en plus des gens qui sont ouverts et réceptifs aux approches alternatives. Si on va vers l'Europe, si on va vers les États-Unis, il y en a aussi plus d'ouverture. Puis même, j'ai envie d'aller extrapoler sur les soins de santé. Si on prend juste nos soins de santé, on ne parle même pas de médecine traditionnelle ou médecine alternative. On parle de médecine traditionnelle dans les soins de santé qu'on offre à nos clients, à nos patients ici au Québec ou au Canada. Mais je vais parler pour le Québec parce que je ne connais pas les autres.
on n'offre pas, puis je vous parle d'un cas que j'ai connu, une personne, c'était le syndrome douloureux régional complexe, que sa fille avait ce syndrome-là, avait perdu l'usage d'une jambe complètement, et ici, au Québec, on lui donnait des médicaments, on allait au maximum de la dose, elle était amorphe, elle était zombie, puis ça changeait pas sa condition, et le système de santé disait, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Puis quand elle a découvert un traitement qui existait aux États-Unis, c'était un traitement non invasif, là. C'était pas une chirurgie, c'était pas une amputation, c'était, je pense, avec comme des aiguilles ou des électrochocs, ou tu sais, c'était comme, en tout cas, quelque chose du genre. Puis le système de santé ici a comme dit, on n'est pas formé pour ça, on connaît pas c'est quoi, on peut pas approuver cette démarche-là, on peut pas payer pour rembourser les frais. Je sais pas finalement comment ça s'est résulté. Je sais qu'il y a eu des démarches qui ont été faites pour justement essayer de reconnaître ce traitement-là, pour avoir un soutien financier. Je sais pas comment de ce côté-là ça s'est terminé. Mais ce que je sais, c'est que cette personne-là est allée avec sa fille aux États-Unis pour recevoir le traitement. Et elle est revenue guérie en quelques traitements. Puis, je sais que cette personne-là, elle veut vraiment pousser pour qu'on développe nos pratiques ici, qu'on aille voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde comme pratique, puis qu'on l'amène, plutôt qu'essayer de développer ici nos propres pratiques. Il y en a qui se font ailleurs puis qui fonctionnent bien. Pourquoi on les prend pas puis qu'on les amène pas ici? Parce que c'est pas démontré, parce que c'est pas prouvé, parce qu'on n'est pas formé. Puis même, tu sais, ma mère, elle avait une condition dégénérative, puis ils ont découvert que quand elle avait eu une opération pour faire enlever la vessie, l'utérus, quand elle a eu cette opération-là dans les années 1900 quelques, là, 90, je pense, elle avait eu l'opération, puis c'était pas très high-tech, là, donc l'appareil qu'ils ont mis dans son corps pour empêcher l'affaissement de la vessie, c'est un appareil qui est venu causer des dommages dans son intérieur et qui a amené de la difficulté à marcher, qui a amené plusieurs douleurs dorsales lombaires, hanches, jambes, engourdissement, lourdeur, était en chaise roulante. Comme je dis, elle avait une autre condition médicale aussi qui venait comme empirer peut-être là, tous ces symptômes-là, mais il y avait puis elle n'était pas la seule, là. Il y avait plein d'autres femmes qui avaient subi le même genre d'intervention chirurgicale et qui avaient les mêmes symptômes, les mêmes problèmes reliés à l'installation de ce bidule-là. Et toutes ces femmes-là sont allées aux États-Unis pour se faire opérer, pour retirer cet appareil-là. Parce qu'ici, on avait été capable de l'installer dans les années 1990, mais on n'était pas formé pour l'enlever. Pouvez-vous croire? Puis là, je me suis dit, je sais que c'est long, là, j'ai travaillé dans le réseau, je sais que c'est long avant de faire changer les choses. J'espère que ces situations-là, de ces femmes-là, ont amené un petit red flag là, au ministère de la Santé pour dire « Hey, peut-être qu'on devrait aller se former pour être capable de faire ça, pour instaurer des nouvelles pratiques qui sont plus sécures pour nos patientes. » Et j'espère que l'histoire de mon amie va aussi amener un petit red flag au ministère de la Santé, puis qui va dire « Hey, il y a des traitements qui existent, non invasifs, qui demandent très peu de machinerie, mais que si on était formé, on pourrait aider tellement de gens ici. » J'espère, puis encore une fois, c'est pas des mauvaises intentions, c'est pas les médecins qui sont pas bons, qui sont mal intentionnés, qui veulent pas évoluer, c'est le système qui est fait comme ça. Puis le système, des fois, je trouve qu'on est juste comme « Ah, ben c'est le système. » Fait qu'on peut pas rien faire pour changer ça, mais oui, on peut faire de quoi, là. Collectivement puis individuellement, on peut faire de quoi. Mon Dieu, je pourrais partir un discours, là. Je m'attendais pas que mon épisode allait prendre cette tournure-là. À la base, moi, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est si vous êtes à la recherche de médecine alternative, de professionnels complémentaires pour vous soutenir dans votre gestion émotionnelle, gestion psychosociale, pour vous, pour vos enfants, vos adolescents, il y a plein de ressources qui existent. Et l'idée ici, ça ne sera pas de venir chercher le bon titre, le bon service. Ça va être de venir chercher le ou la bonne professionnelle. De venir chercher la personne qui vous fait sentir en confiance. La personne avec qui vous vous dites «
je pense que cette personne-là peut vraiment m'aider. Je sens que ça fit. Le courant passe, je me sens bien, je me sens compris, considéré. Et si au bout d'une ou deux rencontres, vous faites « ouais, non, finalement, je pense pas que ça va marcher », vous avez le droit aussi de dire à la personne « je te remercie vraiment beaucoup, je vais continuer mes démarches et mes recherches ». C'est pas d'être négatif, c'est moi, si quelqu'un me dit « ben écoute, tu sais, ça passe pas, je sais pas pourquoi, mais tu sais, je me sens comme pas... ça répond pas à mon besoin, ou je pensais avoir une autre type d'approche, ou un autre, je sais pas moi, un autre type de service, puis finalement, tu sais, j'aimerais mieux comme aller consulter quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, pour vrai. Tu sais, c'est sûr que si c'est moi qui a commis quelque chose, ou qui a mal intervenu, je veux le savoir pour pouvoir me corriger, puis dire « hey, je m'excuse, si je t'ai fait sentir pas comprise ou quoi que ce soit. » Mais si c'est « ah ben je m'excuse, moi je pensais vraiment venir chercher quelqu'un en hypnose spirituelle, ben non, je suis désolée, je peux pas, non, je fais pas ça. » Mais c'est bien correct. Puis si c'est... Des fois la personne a dit juste « ben je sais pas, tu sais, je me sens moins à l'aise ou quoi que ce soit avec toi. » Hey, ça va aussi. Ça va. Je te souhaite sincèrement que tu vas trouver une personne qui va t'aider à cheminer. Parce que c'est ça notre but à tous et à toutes. Je pense, parce qu'encore une fois, il y en a des gens qui voudraient en fait pouvoir aider tout le monde puis qui veulent pas nécessairement référer à d'autres personnes parce qu'ils se disent « ben c'est moi, c'est juste moi qui peux l'aider puis je veux vraiment garder cette cliente-là pour moi puis je veux pas qu'elle aille voir ailleurs puis tout ça. » Bon, ça c'est leur propre peur, leurs propres insécurités professionnelles. Mais je pense qu'au fond, là, on veut tous et toutes aider. Dans le réseau traditionnel, dans le réseau complémentaire alternatif, on veut tous et toutes aider les gens. On est tous portés par cette mission-là, d'aider, de faire du bien autour de nous. Et moi, je fais confiance à votre pouvoir, à votre leadership de décision, que si une personne, un service, une approche ne vous fait pas sentir bien, vous allez être capable de ne pas aller de l'avant ou de mettre fin au suivi. Moi, je vous fais confiance. Et peut-être qu'un jour, on pourra dire qu'il y aura une symbiose, une complémentarité incroyable entre les services, dans les services traditionnels et les services complémentaires, qu'il y aura des références, qu'il y aura des partenariats. Puis il y en a déjà. Je veux juste qu'il y en ait encore plus, puis plus, puis plus. Puis, je termine avec ça. Je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie du groupe de l'équipe multidisciplinaire Refuge Bohème. C'est d'ailleurs, moi je les appelle souvent le CLSC de la médecine alternative. C'est d'ailleurs un grand regroupement de professionnels dans la médecine justement alternative, dans l'accompagnement plutôt alternatif. Donc, ils ont plusieurs professionnels qui ont différentes approches, différents bagages, différents outils, différents profils. Et vous pouvez assurément aller visiter le site web de Refuge Bohème, l'équipe multidisciplinaire. Vous allez voir tous les professionnels qui sont là. Et on se fait des belles références, on se fait des belles collaborations aussi entre nous. C'est vraiment une équipe de cœur. Puis comme je le dis, on souhaite tous aider les gens à notre façon, à notre couleur. Et après, c'est à vous de décider quelle façon et quelle couleur qui vous convient le mieux. Fait que je voulais vous remercier encore une fois de votre écoute, de votre présence. Je regarde pas tant les chiffres, mais quand je les regarde à chaque fois, les statistiques d'écoute, je suis comme éblouie de voir qu'il y a autant de gens qui me voient, qui m'entendent, qui résonnent, qui vibrent. J'espère sincèrement qu'à travers toute cette saison-là, vous avez vécu un ou plusieurs shifts d'évolution. Et on se retrouve pour une prochaine saison cet automne que je n'ai aucune idée ça va porter sur quoi, ça va s'aligner sur quel sujet, ça va-tu être encore ton prochain chiffre d'évolution ou ça va être un autre thème, j'ai aucune idée, je me laisse porter. Je réfléchis à ça pendant l'été. Si vous avez des propositions, des suggestions, des commentaires sur la saison qui vient de se terminer, je vous le dis, j'adore connecter avec chacun et chacune de vous. Fait que venez m'écrire sur mes réseaux sociaux, stéphanid.intervenante. Puis sinon,
Sur mon site web, vous avez plein d'autres façons d'entrer en contact avec moi. C'est un plaisir et je vous souhaite un magnifique été. Bye tout le monde!